Je m'appelle Julien Morissette, je suis directeur artistique de Transistor Média. Si vous avez manqué notre 6e festival La Radio numérique, en avril 2022, on vous a enregistré quelques tables rondes et prestations qu'on va diffuser sporadiquement dans les prochains mois. On commence aujourd'hui avec notre discussion sur le True Crime québécois, présenté par Cube Radio. Je vous laisse au bon soin d'Élodie Gagnon, directrice générale de Recréation, un superbe studio de podcast. C'est Élodie qui a animé la discussion. Bonne écoute. Bonjour tout le monde! Hey, merci d'être venu à cette super table ronde sur le True Crime québécois. Je suis zéro une spécialiste du True Crime. La seule enquête que j'ai faite, c'est sur une chanteuse has-been que j'ai même pas réussi à rencontrer. Mais c'est pas une joke, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup le True Crime. Voilà. Je suis une enthousiaste et en plus, je trouve que le True Crime est une excellente, j'allais dire école, pas école parce que je pense qu'il faut être pas mal expérimenté et doué pour faire ça, mais c'est très complet comme genre de balado. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter nos charmants invités. Invités et.e.s, on est inclusif. Alors, d'abord, Michel Ouellette et Annie Lorrain, qui sont les deux filles derrière beaucoup d'autres mondes, mais quand même, vous êtes les deux principales têtes d'affiche derrière le balado Captive. Bonsoir! Bonsoir, oui, Elmer! Oui. Stéphane Berthomet, qui est derrière le balado L'ombre du doute. J'ai oublié de mentionner que Captive a une saison. C'est un balado indépendant. On en reparlera, parce que c'est intéressant. Stéphane Berthomet, qui en est à sa 3e saison de L'ombre du doute. Balado, donc série balado de 3 saisons à audio. Oui, j'allais dire... Bonsoir, salut. C'est aussi un ancien enquêteur, ça va être important de le mentionner. Et Marie-Christine Noël, qui est journaliste et surtout qui est la tête d'affiche et derrière le balado Par pure vengeance de Cube Radio. J'ai juste spécifié qu'on va prendre des questions à la fin. Donc, si vous avez des questions tout au long, retenez-les dans votre tête, mettez-les sur votre téléphone, fermez vos téléphones, par contre. Et puis, c'est-à-dire fermez les sonneries, vous m'avez compris. Et voilà, on peut commencer. Fait que je vais demander à chacune des invités, de présenter son balado avec un extrait à l'appui. Donc, les filles, je commence par vous. Qu'est-ce que Captive? Bien alors, Captive, c'est un balado que Annie, qui est ma demi-sœur, et moi-même avons décidé de créer. C'est pas ta vraie demi-sœur. C'est ma vraie demi-sœur. Par alliance, oui. Par alliance, oui. Oui. Nos parents sont mariés. Oui. Alors, premier potin de Captive. Premier potin de coulisses. Puis Annie puis moi, on est vraiment des grandes fans de True Crime depuis longtemps. On s'en parle beaucoup. Puis, durant la pandémie, on a eu du temps, comme tout le monde, probablement, ou peu, ou beaucoup, enfin. Puis, ça a été un peu un projet magique en se disant, pourquoi on fait pas un balado? Pourquoi on fait pas le balado qu'on aimerait écouter ici, en fait? Et qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Par contre, on était des grandes fans de balado, mais surtout américains. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font au Québec qu'on a découvert en fouillant plus loin. Puis voilà, moi, j'ai la chance d'avoir un amoureux qui a un studio d'enregistrement. Qu'on salue, qui est Vincent Blain, qui est le troisième, qui est le captif de Captive. Et c'est ça, on s'est dit, lançons-nous. On s'est écrit chacun un épisode. On s'en est pas parlé. Et on s'est rencontrés au studio Madame Wood et on y est allés. Et voilà. Puis ça a continué comme ça. En fait, on se le dit jamais. Non. Nos épisodes, à chaque fois qu'on les enregistre, c'est important de dire qu'on a deux segments complètement différents une de l'autre. C'est-à-dire que Michel, elle va s'attarder spécialement aux disparitions irrésolues, dont le dossier d'enquête est toujours ouvert. Et moi, je vais aborder, en fait, un crime ou une histoire qui a marqué l'histoire judiciaire du Québec, souvent qui se termine par un procès. Donc, c'est des histoires que les gens ont peut-être déjà entendues, mais moi, je vais aller fouiller, je vais le raconter. Donc, je suis une raconteuse. Vous êtes les frais de pèlerin du True Crime. Oui! Oui, avec un peu moins de folklore, un petit peu moins. Donc, on n'est pas dans l'enquête, on est vraiment, nous, dans le narratif. Dans le narratif, exactement. Et les filles, vous avez un extrait pour nous. Oui! C'est la saison 1. En fait, c'est un extrait de la saison 1. Il y aura bientôt un extrait de la saison 2. C'est la bande-annonce qu'on avait sortie, qu'on a fabriquée au tout début. Ça va nous faire plaisir de la réécouter, ça fait longtemps. DJ? Le photographe, Mo Edwards,
Il va se dépêcher à prendre des photos, puis il va cacher la pellicule. Il était prévoyant parce que, comme de fait, dès que les autorités arrivent, ils vont lui confisquer son appareil photo. C'est un geste qui va marquer l'histoire. Puis ça, c'est prouvé, là. Oui, oui. Ce n'est pas qu'une hypothèse parmi Ça plein existe. d'autres. Ça existe. Okay. On apprend qu'il y a un cas qui a été répertorié dans les archives anglaises qui indique un cadavre qui aurait été suspendu pendant, tiens-toi bien, 38 ans. 38 ans, c'est épouvantable. Donc, oui, les habitants... 4 heures du matin, quand on cogne à la porte de leur maison de Milan. Norma Kelly a interrompu ses vacances pour venir annoncer en personne la nouvelle au beau milieu de la nuit. Julie vient d'être retrouvée. Vous écoutez le balado Captive. Wow. Je me rappelle pas laquelle des deux dit tout le temps « Arrête! » J'avais le goût de dire ça. « Arrête! » C'est vraiment senti. C'est Ça paraît. Oui, faut que je pourrais changer, là. Non, moi j'aime ça. J'adore ça. En fait, tu le fais pour moi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh my God! Arrête! Non! Ça, c'est pas près ça, là. Ouais. Stéphane, on passe à toi. Alors, j'aimerais que tu présentes l'ombre du doute à la foule en délire. Alors, en fait, l'ombre du doute, c'est... selon moi, c'est un balado d'enquête documentaire, dans le sens où j'essaye d'aller, en m'intéressant à un dossier particulier, trouver des nouveaux éléments, ce qui est jamais vraiment évident. C'est un balado qui est né il y a 5 ans maintenant, au tout début d'Audio. En fait, on était vraiment à l'époque où Audio était en train de vraiment partir sur une dimension plus importante. Il y avait déjà des productions qui avaient été faites, et moi, ça faisait très longtemps que je voulais faire du documentaire. J'avais plusieurs projets que j'avais eu en télévision, dont j'avais eu des options en télé et qui n'avaient jamais abouti, parce que justement, mon concept, là, c'était un peu de dire, je veux pas raconter juste une histoire, je voudrais amener, si possible, des éléments dans l'investigation. Et cette portion-là, il y a 5 ans, c'était très difficile. En télé, c'était quasiment impossible parce que le producteur ou le diffuseur, à la fin, il disait oui, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'on va avoir un résultat? Rien. Je peux pas vous le garantir du tout. Je pense qu'il y a quelque chose, mais je peux pas vous promettre. Et Audio, au départ, m'a fait le cadeau de me faire confiance là-dessus en disant OK, commençons à débroussailler certaines histoires. On avait plusieurs histoires. Et puis, on a démarré sur Disparu, qui est la première saison, qui est la disparition d'une femme dans les années 50 à Montréal, où on a quand même avancé des éléments nouveaux. On a trouvé notamment des documents qui impliquaient le mari de Marie-Paul Rochette. Je peux le dire 5 ans après, si vous n'avez pas écouté le balado, Spoiler alert. Je divulgage pas trop. Et donc c'est devenu un peu pour moi la marque de ce que je voulais faire, que j'ai essayé de réitérer avec la 2e saison, qui est l'affaire Dupont l'incorruptible, qui est la mort d'un policier à Trois-Rivières, et Les Enfants de Novembre, la 3e saison, qui a été mise en ligne il y a 1 an maintenant, qui se consacre à l'enquête sur la disparition de Sébastien Métivier, Wilton Lubin, Maurice Vien, plusieurs enfants dans les années 80 à Montréal, quelque chose qui a profondément marqué l'opinion publique et qui moi aussi m'a beaucoup marqué d'ailleurs, parce que c'est une saison qui a été riche en surprises. Je te dirais que ça nous a beaucoup marqué aussi, l'enlèvement et le meurtre de jeunes enfants. C'est jamais... ça s'oublie pas facilement, disons. Et quel extrait nous as-tu choisi? En fait, c'est la bande-annonce de cette 3e saison qui me laisse l'occasion de vous dire que ce travail-là, il ne serait pas ce qu'il est sans la réalisation de Cédric Chabuel, qui n'est pas là ce soir, mais qui, je pense à chaque fois que je parle de notre travail, parce que c'est pas uniquement mon travail, c'est notre travail à tous les deux. Quand il est disparu, là, c'est le quartier d'Hochelaga qui a vécu un déchirement, là, c'est incroyable. Les gens en parlent encore. Quelqu'un me dit, est-ce que tu en veux à la personne qui a fait ça à ton fils? Je sais pas à qui je peux en vouloir. Tu sais, je suis comme dans le néant, là, dans un labyrinthe, puis il n'y a pas de sortie. Et dès l'instant qu'un policier m'a dit
D'après moi, votre fils est mort, c'est parce qu'on le trouve pas. Il m'a tué. Puis je me suis dit, au lieu de dire « je cherche Sébastien », je vais dire « je cherche la vérité ». Je veux connaître la vérité. L'ombre du doute, avec Stéphane Berthomé. 3e saison. Les enfants de novembre. Un balado Radio-Canada audio. On dirait que c'est DJ Champion qui fait la musique, non? Mais Cédric Chabuel. C'est Cédric Chabuel, qu'on salue, qui n'est pas là. Et enfin, la dernière, mais non la moindre, Marie-Christine Noël, qui vient tout juste de sortir une série balado qui s'appelle Par pure vengeance. Qu'est-ce que c'est? C'est l'affaire Normand Dubé. Normand Dubé, c'est un pilote d'avion, hélicoptère aussi, mais pilote d'avion, qui a saboté les lignes d'Hydro-Québec le 4 décembre 2014. Il y a des gens peut-être qui s'en souviennent, peut-être pas, mais on a passé vraiment à côté de la panne provinciale. Donc, il y a eu des pannes à Montréal, il y a eu des pannes dans le nord de Montréal, mais ça aurait pu être la catastrophe. On a vraiment frôlé la catastrophe. Et donc, Normand Dubé, moi, j'ai suivi son premier procès pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec en 2018. Et depuis 4 ans, on a toujours on se parle plusieurs fois par mois. Il y a eu un temps d'arrêt après qu'il ait été reconnu coupable du sabotage des lignes d'Hydro-Québec, mais aussi d'avoir commandé des incendies criminels chez des fonctionnaires. Et le pourquoi il fait tout ça, c'est à cause de la vengeance, par pure vengeance. Donc, je voulais vraiment savoir pourquoi il voulait se venger, puis je voulais aussi savoir pourquoi il clame toujours son innocence depuis si longtemps. Donc, à travers les épisodes, on revient sur les entrevues que j'ai fait avec lui, parce que j'ai quand même fait des entrevues depuis 2018 avec lui, là. On revient là-dessus, on revient sur mes questionnements aussi que j'avais à l'époque et maintenant, et on va apprendre beaucoup sur le personnage, qui est tout un personnage, Normand Dubé. Alors, et on a pu aussi avoir accès à la preuve. Moi, j'avais déjà lu la preuve pour le procès d'Hydro-Québec, mais il y avait encore beaucoup de preuves concernant les incendies criminels. Donc, j'ai fouillé là-dedans. C'est vraiment une démarche journalistique là, qu'on suit à travers 8 épisodes, qui est réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Et donc, on entend Normand Dubé, tout ce qu'il pense donc d'Hydro-Québec. Il clame toujours son innocence. Aussi, qu'est-ce qu'il pense des fonctionnaires de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines où il habite, où, je rappelle, il a mis le feu, là. Donc, c'est tout un personnage et on a accès notamment à la couronne, aux policiers, chose on peut pas avoir accès habituellement lorsqu'on est en procès ou lorsque le crime se produit. Donc, vraiment, j'ai eu accès à tout ça parce que ça fait 4 ans que je leur parle. Il y a une confiance qui s'est installée. Donc, j'ai un extrait, oui. Maître Baribeau, qui discute avec moi de pourquoi M. Dubé a saboté les lignes d'Hydro-Québec et a commandé des incendies criminels. Et Maître Baribeau, qui est le procureur général, donc, qui prosécute. Le procureur de la Couronne, oui, donc c'est celui qui est l'avocat, on peut dire, d'Hydro-Québec, qui est le procureur du DPCP, si vous connaissez un petit peu. Donc oui, le procureur qui nous a accordé une longue entrevue, chose qui est assez rare. Ouais. Selon le procureur de la Couronne, Maître Steve Baribeau, Normand Dubé en voulait tellement à Hydro-Québec qu'il voulait se venger en sabotant les lignes avec son avion. La preuve démontre qu'il est passé le jour et à l'heure des pannes. Maître Steve Baribeau, le procureur de la Couronne. C'est un crime totalement prémédité, là. On s'est attaqué aux installations les plus importantes dans le but, justement, de faire mal à Hydro-Québec. C'est ça qu'on voulait faire. On voulait faire mal, on voulait déstabiliser Hydro-Québec par soif de vengeance. La toile de fond des dossiers de M. Dubé, c'est celle-là, la vengeance. Monsieur qui est incapable de gérer sa colère,
de gérer ses conflits et qui, par vengeance, s'est attaqué à Hydro-Québec. Donc, la vengeance, c'est le mobile du crime. Oui. Merci. 3 bons balados. Je vais juste mentionner, par contre, par pure vengeance, il y a 8 épisodes. Il y en a 2 à date qui sont sortis. Donc, ils nous font languir et ils nous sortent ça au compte-gouttes. Un épisode par semaine après ça, jusqu'au mois de juin, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Bien, justement, les balados True Crime sont très bons, aussi très populaires. Mais moi, je voulais vous entendre sur, d'après vous, qu'est-ce qui distingue le True Crime québécois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le distingue? Quelle bonne question. Bravo. Merci. Ça va être ma seule réponse. Ben moi, je pense qu'on doit sentir une certaine proximité, en fait, avec soit les victimes ou les criminels, contrairement à des balados qu'on écoute qui se passent aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, écouter un balado True Crime du Québec vient nous toucher un petit peu plus directement, dépendamment des générations qui ont touché aussi. Des fois, c'est nos parents, des fois, c'est nous directement. Donc, on le sait que, d'une façon ou d'une autre, peut-être qu'une famille aura vent qu'il y a un balado qui se joue actuellement et qui a touché leur famille, par exemple. Donc, en tout cas, pour ma part, proximité, oui, exact, la proximité. Stéphane, Marie-Christine? Bien, je pense le langage. Dans le sens où comment on s'exprime, comment on raconte l'histoire, c'est vraiment très différent des Américains, je trouve. On a notre langue, oui, mais moi, je dis pas des ne pas, je dis n'a pas. J'y pense pas au ne pas, ou l'y a. Non, c'est y a. On fait attention à notre français, là, c'est sûr, mais on veut aussi raconter une histoire comme on le raconte à notre ami, à notre voisin. Il y a cette façon-là qu'on a décidé, puis je pense qu'on le fait un peu tous, là, une façon de faire qui fait qu'on va rejoindre aussi, c'est ça, notre voisin, notre ami, notre mère qui va faire « OK, ouais, je te reconnais là-dedans, je vois ta couleur là-dedans ». Puis je pense que c'est propre au Québec. On perle pas, là. On a envie de jaser. Stéphane? Moi, je pense que le balado True Crime, c'est un peu le reflet d'une société. Tu sais, le crime est en partie le mauvais reflet d'une société. Et donc, les affaires qu'on raconte sont le reflet de cette société. Donc, ils racontent cette société-là aussi. Moi, je pense que c'est là-dedans que je vois la spécificité. J'écoute beaucoup de balados aux États-Unis, en France, beaucoup. Et évidemment, tu reconnais un univers dans lequel tu vis à travers les histoires qui sont racontées. Julie Surprenant ou des affaires de vengeance qui touchent Hydro-Québec. Tu pourrais pas le raconter ailleurs parce que ça n'existe pas, Hydro-Québec ailleurs, ou le cas Julie Surprenant n'existe pas ailleurs. Donc, c'est ça que je pense qui fait notre spécificité. Comment vous choisissez vos sujets? Puis je commencerai peut-être par Marie-Christine puis Stéphane, parce que c'est sûr que c'est un peu différent de vous, les filles. Dans le cas de Marie-Christine puis Stéphane, ce qui est particulier, c'est que vous, j'imagine, en tout cas, vous choisissez un sujet sans trop savoir ce que vous allez découvrir. Donc, à quelque part, en partant, vous ne savez pas si vous mettez le pied dans quelque chose d'intéressant. C'est intéressant, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Donc, comment vous choisissez ça? Parce que c'est lourd de conséquences. Là. Ben moi, le procès du sabotage des lignes d'Hydro-Québec, ça m'est tombé dessus il y a 4 ans. J'étais journaliste au Journal de Montréal et on venait d'ouvrir une section documentaire. Donc, on avait entendu parler de cette nouvelle-là et surtout parce que Normand Dubé faisait les manchettes depuis des années. Donc, on connaissait le personnage. Puis on m'a dit, OK, ben ça te tenterait-tu d'y aller parce que c'est de sécurité nationale. C'est qu'il y a un certificat de sécurité nationale avec ce procès-là. Donc, il y a des larges pans de la documentation qui sont caviardés. Donc, je lisais des grands carrés noirs, là, à rien comprendre. Puis à poser des questions, à savoir, OK, ce bout-là, je peux pas le savoir parce que c'est sécurité nationale. On veut pas savoir, on peut pas dire c'est quoi l'objet puis la façon de saboter les lignes. Hein. On veut pas que quelqu'un le reproduise de la manière. Donc, ça m'est tombé dessus. Puis c'est là, en fouillant, que j'ai trouvé que c'était fort intéressant. Puis la première étape avant le balado, moi, c'était un documentaire. Donc, en 2018, j'ai sorti un premier documentaire avec l'histoire, mais j'ai pas fini l'histoire. C'est que il y avait le procès d'Hydro-Québec qui se terminait, puis il y avait le début du procès des incendies criminels. Mais à un moment donné, le documentaire peut pas faire 3 heures, là, à moins de faire une série. Mais on se disait, on va boucler ça 1 heure seulement. Puis après ça, on s'est dit, OK, il y a d'autres choses.
Puis M. Dubé a décidé qu'il prenait la fuite. Il est en cavale pendant 6 semaines. C'est pas présenté au centre de détention. On aime ça. La journaliste était contente. Il m'a donné du stock, M. Dubé, exact. hein? Mais j'ai pas le choix de faire autre chose. Donc, je vais faire un balado. Hein? Donc, c'est comme ça. Ça m'est vraiment tombé dessus en 2018, mais aussi parce que je gardais un contact avec lui. Puis lorsqu'il est rentré en prison, ben on a continué à avoir un lien parce que je voulais savoir pourquoi il était parti en cavale. C'est pour ça. Et aussi de savoir comment il allait, puis pourquoi, puis de comprendre aussi. Parce qu'il y a des choses dans la vie de M. Dubé que vous allez apprendre qui sont fascinantes et qui sont tristes aussi. Donc, voilà, c'est pour ça. Mais pourquoi l'avoir fait en balado? Parce que vous auriez pu décider justement de faire une 2e heure, une 3e heure. Il y avait tellement de bons éléments punchés. Puis je me disais, de le raconter en balado et d'entendre aussi la voix de M. Dubé. Il y a ça aussi. Tu sais, habituellement, je fonctionne avec l'image. Là, il est en prison. Puis avec la COVID, on ne pouvait pas aller le rencontrer non plus. Puis là, je me disais, la voix de M. Dubé pourrait être assez intéressante à entendre. Puis il y avait tellement d'informations ou d'appels téléphoniques que j'avais fait avec d'autres journalistes, des informations qu'on avait eues ici et là, qui sont difficiles en documentaire. Là. À un moment donné, c'est bien beau le motion, là, mais ça a une limite. Là. Donc, OK, on n'a pas l'image. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, le balado, là, ce serait vraiment un bon outil. Puis, je pense qu'on l'a bien fait, ouais. Je te confirme, vous n'êtes pas trompé. Stéphane, gentil. Toi, comment tu fais? Parce que là, tu es rendu à ta 3e saison. On imagine que c'est peut-être un peu plus facile parce que tu as peut-être plus de gens qui te contactent maintenant te connaissant. Non, justement, je dirais pas que c'est plus facile parce que moi, je me mets de la pression à cause de ça, justement. Mais en fait, pour essayer de vous faire comprendre le processus, l'affaire Dupont, c'était le dossier sur lequel j'ai commencé à travailler. Puis j'ai commencé à travailler là-dessus il y a peut-être 7 ans à peu près. Enfin même des années, 5 ans avant qu'on commence à travailler sur le balado de l'affaire Dupont. Puis au départ, c'était un projet que je voulais faire en télé. On est allé, j'ai eu une option chez Avanti. On est allé jusqu'à Historia. On a été discuté avec Historia. Il y avait de l'intérêt. Et puis finalement, ça s'est pas fait. On a prolongé l'option parce qu'on l'a présenté à Netflix au moment où Netflix a commencé à demander s'il y avait des projets de balado québécois. Ça s'est pas fait. Et puis quand moi j'étais déjà engagé dans le processus avec Disparu, avec Audio, j'ai dit la deuxième histoire pour moi c'est l'affaire Dupont parce que cette histoire-là elle est formidable. Donc au fond, j'ai pas honte de le dire, tu sais, j'ai fait ces projets-là en balado parce que ça n'aurait pas fonctionné en télévision. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une très très bonne chose parce que tu sais, comme tu viens de le dire, il y a des choses que tu peux faire en balado, des façons que tu as de raconter en balado que tu pourrais pas faire en télévision. Tu serais obligé de faire de la mise en scène, de refaire de la reconstitution, puis on sait combien c'est compliqué, puis pas si efficace que ça au final, puis pas si beau. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est comment moi, personnellement, je m'investis dans un projet puis je décide de le mener à bien. Là, c'est plus flou. Honnêtement, j'ai de l'attachement pour ces dossiers-là, j'ai de l'attachement pour les personnages qui le constituent, qui ont porté ces histoires-là pendant des dizaines et des fois 50 ans. Les frères Dupont, c'est 50 ans maintenant. Et donc, à un moment donné, en fait, au début, j'y vais très, très doucement parce que je veux pas que les gens avec lesquels je commence à discuter se disent ça y est, mon dossier est pris en charge, puis ça y est, ça va bouger. Parce que je me sens une très, très grosse responsabilité vis-à-vis des gens auxquels je m'adresse. Et je le sais que ça crée des attentes. Donc, je veux pas que cette attente-là soit déçue si je vais pas plus loin. Alors, je travaille doucement, puis à un moment donné, j'ai comme l'impression que c'est une sorte de... J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour toi. C'est comme un engrenage, tu mets le doigt dedans, puis tu veux tout savoir. C'est ça, puis ça t'amène plus loin, puis là, tu te dis, il y a quelque chose là, puis là où il y a quelque chose... Où ton personnage, moi, il me fascine, ton personnage, et je me dis, j'ai envie de savoir qui c'est ce gars-là, pourquoi il a agi comme ça, qu'est-ce qu'il a fait. Mais donc, Stéphane, tu peux pas faire une saison 4 dessus, ça existe déjà. Désolé. Mais voilà, c'est ça. Les filles, vous, comment vous faites pour... malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de disparitions, de crimes. Énormément. Mais qu'est-ce qui fait que vous allez en choisir une plus que l'autre? Bien, moi, j'ai l'avantage, là, en gros guillemets, comme Annie le disait, je m'intéresse uniquement aux cas de disparition irrésolus. Ce qui fait que j'ai une liste bien claire de, malheureusement, personnes qui sont disparues. Puis,
je disais, j'ai la chance parce qu'il y a énormément de disparitions au Québec, mais qui ne sont pas documentées. Donc, il n'y a rien. Donc, évidemment que je ne peux pas faire un épisode sur quelqu'un où je n'ai absolument aucune revue de presse, où j'ai rien du tout. Alors, il y a quand même, ce qui est dommage un peu quand même, parce qu'on aurait tout à gagner à les mettre de l'avant, ces cas-là. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'épluche les sites du SPVM, j'épluche les sites de la SQ, et puis je les cherche. Je Google tout le monde, je cherche sur Bibliothèque et Archives nationales, je fais tout ce que je peux pour trouver tout ce que je peux. Et ensuite, c'est ça. Alors, dans le fond, le tri se fait presque automatiquement parce que des fois, je peux juste pas faire d'épisodes sur des... Ça me fait capoter. Si tu voyais le nombre de personnes que je recherche et dont il y a zéro information, c'est freakant. Mon rêve, c'est qu'un jour, je vais être capable de vous parler de ces gens-là. Parce qu'en fait, tu parles des chanceux, entre guillemets, qui ont une couverture. Exact. C'est incroyable, ouais. Puis pourquoi les disparitions non résolues? Parce que c'est une bonne question. On va rentrer dans le sujet vif du true crime, où moi, j'ai quand même... Moi-même, je me fais grincer des dents des fois avec le true crime parce que je trouve ça absolument délicat de surfer sur ce divertissement qui est tellement, tellement tragique pour des familles. Je me mets à leur place des fois, puis tu sais, il y a des grands cas, là, je ne sais pas si vous êtes tous des amateurs de true crime ici, mais disons Maura Murray, où il y a des cas vraiment très, très, très connus qui sont devenus des légendes du true crime, mais cette fille-là, elle a quand même des vrais parents, puis ça doit être tellement bizarre que ton enfant, le drame de ta famille est devenu la légende. Donc, moi, ma façon de faire la paix avec ça, c'était, je vais mettre de l'avant des cas qui ne sont pas résolus et va savoir. Au moins, je sers les familles. Ces familles-là veulent la dernière chose qu'elles veulent, c'est qu'on oublie leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs proches qui sont disparus. Donc, ça me réconcilie un peu avec cette espèce de passion étrange que j'ai pour le true crime. Voilà. Puis toi, Annie, toi, en fait, tu parles de crimes qui ont eu lieu. C'est très large, là. Oui. Moi, c'est vraiment très, très, très scientifique, ma recherche. Là, j'utilise un outil qui s'appelle Google. Puis... Comment t'écris ça? G-O-O. Google. Blague à part, j'ai un éventail énorme, malheureusement, de crimes au Québec. Il y en a. Et j'ai l'avantage de pouvoir me balader à travers les décennies, à travers les époques. Je remonte jusqu'à la Corriveau, là, mais ça, c'est mon plus ancien. Là. C'est fini, là. Donc, après, c'est beau. Là. Je suis revenue après plus proche. Mais je suis revenue au début des années 1900. Là. On remonte assez loin avec la saison 2 et plus contemporain. Donc, j'y vais avec... un coup de cœur, peut-être l'idée que j'en ai jamais entendu parler ou que ça a marqué des proches ou des suggestions, on en reçoit énormément. Et j'y vais, c'est vraiment avec le feeling, tout simplement. Puis des fois, c'est très intriguant. Des fois, je sens que c'est quelque chose qui peut être... Bon, encore une fois, le terme divertissant est très mal choisi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on sait que c'est quelque chose qui se raconte très bien, qui va attirer l'oreille, en fait, des auditeurs, puis ça se termine souvent, en fait, presque tout le temps, moi, avec la conclusion du procès et tout ça. Donc, bref, j'ai la chance de pouvoir naviguer là-dedans. C'est très large et j'y vais avec mon cœur. Et avec beaucoup de plaisir, en tout cas, ça s'entend. Vous avez l'air d'avoir du fun quand même. Ben oui, on ne veut pas y aller dans le gros ha-ha-ha, là, mais un petit peu. Un petit peu, des fois. Je reviens à Stéphane et Marie-Christine. Vous faites des enquêtes de longue haleine. Est-ce que, justement, je me demandais comment vous faites ça, c'est-à-dire est-ce que vous faites le balado en parallèle au fur et à mesure et donc vous découvrez en même temps un peu que les auditeurs auditrices qu'est-ce qui se passe, ou alors vous faites votre enquête et ensuite vous faites le balado? Bien, moi, c'est ça. J'avais déjà commencé en 2018, donc j'avais toute la paperasse. C'est grâce à Anne-Sophie Carpentier qu'on a pu reprendre tout ça parce qu'il y avait tellement de matériel. Donc, elle a tout réécouté, ce qu'on avait fait dans les dernières années, les entrevues que j'avais fait avec M. Dubé, les entrevues que j'avais fait avec ses avocats aussi à l'époque. Puis ensuite, on s'est dit, OK, parfait. Comment on va scénariser tout ça? C'est vraiment elle qui a pris Puis elle m'a posé beaucoup de questions aussi. Elle m'a dit, OK, qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant? OK, bon, le procès d'Hydro-Québec, les dossiers caviar
regardez, ça, va falloir mettre ça en avant. OK, on pouvait rentrer dans la salle de cours, mais il fallait qu'on sorte 7 minutes plus tard parce qu'on allait dire l'objet ou on allait dire la manière dont le sabotage a été fait. Fait que là, il fallait sortir. OK, ça, on va l'expliquer parce que c'est ça qu'on voulait faire. On voulait pas faire une enquête. Elle a été faite, l'enquête. C'était fini. C'est ça, quand vous avez commencé le balado, vous Tout saviez... est terminé. Exact. Exactement. Monsieur Dubé ne peut pas revenir en arrière, là. Il a perdu ses appels parce qu'il a pris la fuite. Puis il aurait peut-être eu des chances de faire appel et d'avoir un deuxième procès. Il a perdu tout ça. Donc, comme le dossier se termine, à ce moment-là, on prend tous les éléments qu'on aime, qu'on trouve intéressants, puis on se dit, OK, comment on scénarise? Qu'est-ce qu'on met dans chaque épisode? Puis souvent, on avait des épisodes de 1 heure. C'était trop long. Donc là, il fallait qu'on coupe en 2. Puis qu'est-ce qu'on garde et tout ça. Et il y avait aussi les entrevues avec la police, avec la couronne qu'on a ajoutées. Mais on savait exactement où on voulait aller puis quel élément on voulait faire ressortir. Parce que dans le procès d'Hydro-Québec, il y a beaucoup de zones grises, des choses qu'on ne comprend pas encore. Il y avait beaucoup de questions. Je pensais avec le documentaire, avoir soulevé beaucoup de pierres, là, ou presque, là. Mais non, je me suis trompée. Il y avait encore beaucoup de questions à répondre. Donc, ça aussi, on l'a mis à travers les épisodes. On a vraiment voulu là, que les gens puissent se poser la question, OK, comment ça va se terminer avec M. Dubé? T'sais? Comment est-ce qu'il va l'avouer un jour ou il ne va jamais l'avouer? Puis c'est quoi le caractère de M. Dubé? C'est quoi le personnage? Donc, c'est comme ça que nous, on a travaillé parce que, oui, les enquêtes sont terminées. Et c'est aussi pour cette raison-là que le procureur de la Couronne puis la SQ pouvaient nous parler parce que c'est fini. Oui. Et là, ils ont le droit. Puis j'avais le droit aussi à toute la preuve. Fait que c'est comme ça. C'est un avantage, ça. Exactement. C'était pas pendant. C'est vraiment, OK, c'est terminé. Là, on peut le faire. Parce que personne n'aurait voulu me parler, sinon. Je le savais à cause du documentaire. Ça aurait été difficile, oui. Stéphane, est-ce que c'est pour ça, toi, que tu prends des cas, justement, qui sont arrivés il y a longtemps pour avoir cette espèce de recul-là qui fait que les gens peuvent parler? Alors, en fait, je prends ces cas-là parce que au départ, ça s'est fait par hasard, hein, faut pas se mentir. Mais après, avec l'affaire Dupont, j'ai compris que il y a un moment dans l'histoire d'une affaire criminelle où il y a des gens qui ont moins peur de parler et tout le monde n'est pas mort. En gros, c'était à peu près ça. Tu sais. Ce moment-là, ta job, c'est de trouver... Moi, j'essaye de pogner les gens avant qu'ils meurent. Tu sais. Ce moment-là où on commence à avoir envie de parler, parce qu'on se rapproche peut-être de la fin, mais on n'est pas tout à fait arrivé au bout, c'est là que je les attrape. Je présente mais donc, ça. Tu bâtis le balado au fur et à mesure, toi. Alors ça, moi, j'ai une méthode très personnelle là-dessus, c'est-à-dire que d'abord, je m'intéresse au dossier pendant très longtemps. Des fois, ça peut prendre des années. Je regarde, je fais pas ça à plein temps, mais c'est quelque chose que je me documente, je regarde, j'écoute les trucs, des documentaires. Je peux parler avec les gens pendant très longtemps. Et puis les Dupont, je leur ai parlé pendant très très longtemps. Je leur ai dit un jour, j'essaierai de faire quelque chose avec votre histoire. Mais pour l'instant, je sais pas quoi. Est-ce que tu enregistrais à cette époque-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Toute cette phase-là, c'est une phase très, pour moi, très personnelle, qui est de dire, j'essaye de comprendre ce qui se passe dans votre dossier. Puis à un moment donné, quand on rentre en développement, là, je suis vraiment dans une phase de recherche qui dure 3, 4, 5, 6 mois. Puis en théorie, cette phase de recherche, elle s'arrête parce qu'on passe en production. Et c'est là que Cédric aime moins ça, c'est que moi, en cachette, je continue de faire ma recherche. Alors des fois, je trouve des choses qu'on n'avait pas prévues dans le scénario. Mais pourquoi? Parce qu'il y a 2 éléments pour moi qui sont fondamentaux dans la façon que j'ai de travailler ces dossiers-là. C'est que je me suis rendu compte que, aussi bonnes que soient les pré-entrevues et les entrevues enregistrées avec les gens, le jour où tu les re-rencontres et où tu pousses plus loin, tu vas finir par découvrir quelque chose. On va finir par te dire, moi, après des années, j'ai découvert des trucs. Les frères Dupont, par exemple, m'ont envoyé des documents en me disant « Ah, tiens, on avait ça. » Je dis « Attends, mais ça, tu m'en as jamais parlé. Ça fait 5 ans, 6 ans. J'avais jamais vu ça. » Ah, bah oui, bah on avait oublié. Mais c'est sûr, ils ont un sous-sol complet de boîtes de documents. Donc, c'est sûr qu'il peut échapper quelque chose. Et donc, j'ai découvert qu'avec le temps,
plus tu continues à t'intéresser, alors moi jusqu'au dernier moment vraiment j'essaie de tenir la phase de recherche, et c'est arrivé notamment dans les enfants de novembre, c'est que j'avais quelqu'un dont je sentais qu'il me disait pas tout et qu'il avait des éléments et qu'il voulait pas vraiment m'en parler ou qu'il savait pas comment faire pour m'en parler, et puis je disais à Cédric, je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière ça, mais on était déjà en train d'avancer dans la prod, et au final j'ai récupéré des documents qui sont essentiels dans au moins un des dossiers, si ce n'est 2, et c'est parce que j'ai pas lâché prise. Donc, mais ça implique parfois de revenir en arrière, peut-être, de retoucher des épisodes. Complètement. D'être capable, d'être assez souple pour dire, on a une histoire qu'on va raconter comme ça, mais on va s'ajuster s'il y a quelque chose qui arrive. Oui, ça c'est sûr. Puis c'est la beauté de la chose, parce qu'on serait pas capable de faire ça en télé. Jamais de la vie. Une fois que c'est fini, c'est fini. Tu reviens pas sur un épisode qui a été livré. Là, on est des fois, quasiment au dernier moment, en train de réécrire des épisodes. Donc c'est un exercice un peu tendu, nerveusement, parce que on est vraiment à la limite, mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait la beauté de la chose. Oui. Annie, Michel, bon, évidemment, c'est pas une enquête que vous faites, n'empêche, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de scénarisation, puis je me demandais, en vous écoutant, ça a l'air tellement fluide, tellement naturel. Je me disais, c'est quoi la part d'improvisation là-dedans? Puis il n'y en a pas. Il y en a pas. Zéro. Tout chaque mot est écrit. Fait que même le « arrête ». Même quand tu ris. Pas même ça, quand par tu ris exemple. ou... Les réactions sont authentiques. On le disait au début, on n'est pas du tout au courant du sujet de l'autre. Donc, jamais. Exact. Pour même si garder la surprise. Annie, elle essaie jusqu'à toujours oui, de moi, me le dire. J'essaie, mais moi, à l'enregistrement, Annie, on n'est jamais au courant du sujet de l'autre. Donc, on l'apprend en même temps, en live. Quand on enregistre le « aujourd'hui, je vous raconte le et là, l'autre a réagi. Oh, là. oui, ça n'est pas ça. Donc là, on est content. Donc après, mais pourquoi? C'est-à-dire que notre narrative, c'est-à-dire que nous, quand on parle, quand on raconte, tout est écrit. Tout est écrit, donc. C'est écrit. C'est travaillé. De la façon dont on parle, c'est vraiment étrangement écrit. Tu peux pas soumettre ce document-là. Non, personne. Aucune. Jamais. Puis est-ce que, parce que encore une fois, ça a vraiment l'air naturel, est-ce qu'il y a beaucoup de montage ou au contraire, vous êtes tellement pratiqué que... On se pratique beaucoup. Il y a quand même un peu, il y en a de moins en moins, en fait, je devrais dire. Il n'y a pas tant de montage. Oui, on reprend, là, tu sais, comme on s'est enfargé dans un mot. Mais non, on essaie de rendre la vie assez simple à Vincent, d'ailleurs, parce que sinon, qu'il n'y a pas tant de montage que ça. Mais non, pour vrai, c'était tellement un laboratoire pour nous, là, tu sais. On a commencé comme ça, en se disant, ça doit être ça. On a fait chacun un texte, on est arrivé, on l'a fait. On l'a écouté après, on avait envie d'entendre des sons, on a placé ça et ça a fonctionné. Ça a été vraiment de la magie. Puis on a toujours fait ça comme ça depuis ce temps-là, puis ça va très bien. Stéphane a une question pour vous. Oui, j'ai une question pour vous. D'abord, moi, ce que j'adore dans votre balado, c'est qu'on a l'impression d'avoir 2 balados en un. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment ce qui fait la spécificité de votre projet. Puis moi, je trouve que c'est unique. C'est ça qui est vraiment sympa en dehors de tout le reste. Mais ma question, c'est combien ça représente de temps de recherche par épisode? Est-ce que tu comptes ça en heures, en jours? Et en gros, ton document de ton texte, ça fait quoi à peu près? Excusez-moi, c'est une question un peu technique, mais ça m'intrigue parce que moi, je vois ce que ça représente pour moi, mais ça m'interpelle. Nous, on parle en nombre de mots. En plus, quand on se parle, ça nous dicte un petit peu la durée qu'on va... On essaie de viser à peu près 30 minutes chacune, max, en fait. Ce qui équivaut peut-être à 5000 mots, 4000, 5000 mots. Ça c'est notre... Puis évidemment, on est flexible. Là. Je veux dire, c'est notre produit, donc on n'a pas de limite. Mais en guise de recherche, ça va beaucoup dépendre du choix du sujet. C'est plusieurs heures. Des heures et des heures. Sachant que j'ai un emploi, moi, en dehors de captive. Là, je travaille dans la vie, je travaille. Ben oui, c'est ça aussi. C'est que j'ai un emploi temps plein, donc je consacre mes soirées. Puis je consacre pas mes soirées jusqu'à 2 heures du matin. Là, tu dors 40 aussi. ans, là, je suis fatiguée. Là. Fait que, donc, je travaille peut-être un bon 2-3 heures par soir quand je peux. Donc, puis ça peut s'étendre sur quelques semaines. Donc, je sais pas combien d'heures, peut-être
dis-moi. Peut-être une vingtaine, plus Ouais, que ouais, ça. ouais. Mais c'est beaucoup, ça dépend, c'est ça. C'est beaucoup. On travaille fort. C'est ouais, presque une semaine de recherche par épisode chacune, Ouais. quasiment. Mais c'est Oh, étalé oui. sur, c'est ça, comme on le fait à temps, quand on peut se faufiler, là, quand on a un petit peu. On est 2 mères de jeunes enfants aussi. Fait que c'est ça, on met tout ça. Là, Puis, on fait notre possible. Puis on fait de la Colin. recherche nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va se baser. Tu sais, je vais pouvoir aller écouter, exemple, un épisode d'Aujourd'hui l'histoire, où est-ce que ça va raconter justement peut-être le sujet que je vais traiter. Et je me base, tu sais, je veux dire, je copie pas là, mais ça me permet de vraiment de comprendre l'histoire. Je veux la connaître, moi, cette histoire-là. Moi, ça, c'était ma maîtriser. question parce que, tu parles, t'écoutes plusieurs choses, mais la façon dont vous racontez, c'est vraiment votre force. Moi, je trouve que vous êtes d'excellentes narratrices. Qu'est-ce qui est important à retenir pour vous? Comment vous choisissez justement de raconter l'histoire, les détails? Qu'est-ce que vous privilégiez? Bien, je pense que ça, c'est organique. Oui. Moi, quand c'est les détails qui me font... Oui. Tu sais, puis pour vrai, moi, là, chacune de mes recherches, je braille. Puis j'en ai pour... Il faut que je suis secouée. On pleure en studio, des fois. On pleure en studio, des fois. Ben oui, c'est vrai. Mais bref, tout ça pour dire que c'est très, très ça. Si moi, ça me fait ça, j'ai envie de le partager, puis je l'insère là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y en a de la revue de presse, puis tu vas chercher des sources un peu partout, puis des anciennes entrevues, puis donc, ça finit qu'on a énormément de matériel à trier, mais un peu comme Annie disait, on s'imprègne, puis après quelques jours que tu es imprégné de tout ça, qu'est-ce qui te revient en tête? De quoi tu te souviens plus? Qu'est-ce qui a marqué? Puis évidemment, c'est sûr que c'est souvent les choses les plus... qui t'ont saisi, tu sais. Fait que c'est souvent... Moi, c'est comme ça que j'y vais, là, tu sais. Moi aussi. C'est très naturel. C'est vraiment un élan naturel d'aller chercher les détails qui me frappent le plus. Puis la rédaction se fait relativement bien. Donc, on l'a fait en faisant le balado. Donc, je parle tout seul, là, quand j'écris. C'est-à-dire que je m'imagine la raconter. On fait des twists. L'idée, c'est de rendre ça intéressant, évidemment. Là, donc, d'y aller avec peut-être des petites surprises, s'assurer qu'il y a une réaction de l'autre côté. On se dit, s'il y a une réaction en studio, il va certainement en avoir une. Mais même moi, personnellement, je me relis des fois, puis je le dis à Vincent, je suis comme, hey, ça, c'était bon, là. Ah oui? Je me suis moi-même donné un frisson, là. Moi, tu t'impressionnes toi-même. Oui, genre, t'es comme, ça va être bon, ou que je me fais moi-même pleurer, là. Je pense que ça va être bon, mais tu sais, en même temps, on le fait avec la plus grande sincérité, tu sais, parce que c'est des cas, de toute façon, bouleversants. C'est des cas bouleversants, c'est des histoires tellement touchantes, fait que c'est pas, j'allais dire, c'est pas difficile, dans le sens où c'est bouleversant, tu sais, donc c'est passionnant à écrire puis à vouloir ramener, tu sais. Je me fais une mission d'avoir une finale poignante. Et quand mon chum pleure, quand je lui fais, c'est gagné. Oui. C'est vrai. Oui, c'est à vrai. chaque fois, Puis, j'ai un texto d'Annie. Oui, il pleure souvent. Oui. Non, il est vraiment, il a un petit cœur doux, là. Oui, c'est ça. Les pauvres parents. Dans la saison 3 de l'ombre du doute, Stéphane, il y a, je me rappelle pas c'est quel épisode, mais il y a un moment super intéressant où la mère de Sébastien Métivier te demande à toi pour qui tu travailles. Tu te rappelles ce que tu lui réponds? Ben oui, bien sûr, je me rappelle ce que je lui réponds parce que pour moi, c'est un moment, tu parlais d'avoir des émotions et tout ça. On est en studio, on est en pleine pandémie, là, on sort un peu de la pandémie. C'est une des rares fois où on va en studio. Radio-Canada a des règles très particulières qui font qu'on pouvait pas aller en studio. Mais pour certains cas, et on a insisté avec Cédric justement pour les mamans parce que c'est pas quelque chose que t'as pas envie de discuter de ça dans la rue ou tu sais, donc et Radio-Canada l'a très bien compris. On s'est dit on va aller en studio et on va s'asseoir en face à face. Et effectivement, à ce moment-là, d'abord moi j'ai un moment d'émotion qui s'explique par une accumulation de toutes ces informations, par le fait que j'ai un petit garçon de 14 ans, par le fait que ça vient me chercher à plusieurs reprises, et elle le voit que j'ai un moment d'émotion. J'essaye de le passer parce que moi, je considère que mon émotion à moi, devant une maman comme ça, elle doit pas exister. Tu sais, je peux pas, moi, avoir de l'émotion alors qu'elle, ça fait 40 ans qu'elle se bat pour sa survie et pour trouver quelque chose au sujet de la disparition de son fils. Donc, j'essaye de m'effacer derrière ça. Et là, on commence à rentrer dans une discussion où, effectivement, elle me dit, mais
parce que toi, tu le fais pourquoi ça? Et moi, je réponds, je le fais pour toi, pour les familles. Ce que je me dis, c'est que si je peux apporter une chose, un élément, un truc nouveau, ben, j'aurais réussi quelque chose. J'aurais fait quelque chose. Ça revient à ce que Michel disait tout à l'heure pour les familles. Dans ton cas, à toi, Marie-Christine, c'est particulier parce que tu vas pas révéler, c'est-à-dire tu peux révéler des informations, bien sûr, mais là, on a quelqu'un qui a été condamné, qui est allé au bout de ses appels. Si je te posais la question à toi, pour qui tu le fais, tu répondrais quoi? Je dirais que c'est pour boucler la boucle. Quand ça fait 4 ans que tu travailles sur un dossier comme celui-là, que tu te fais poser la question à chaque fois comment il le fait, pourquoi il le fait, pourquoi il voulait se venger. Je dis au premier épisode, tu sais, moi, j'ai vu la saison 1. Puis j'ai attendu pendant 4 ans la saison 2 de cette histoire-là, tu sais. Puis je veux qu'elle se termine. Je veux savoir comment ça se finit. Je veux m'assurer que j'ai tous les éléments, que je me suis fait vraiment un portrait, que les gens aussi puissent se faire un portrait, parce que c'est pas banal ce qui s'est passé le 4 décembre 2014, là, sabotage des lignes, là. Puis ça remettait aussi en question toute la fiabilité d'Hydro-Québec, ça aussi. Fait qu'il y avait plusieurs questions. Fait que je voulais me rendre à la saison 2. Fait que je l'ai fait pour moi, puis je l'ai fait pour répondre aux questions des gens qui me posaient souvent, à savoir pourquoi il le fait, puis c'est qui ce personnage-là, tu sais. Fait que quand j'ai fini le documentaire, il me restait quelque chose à terminer. Avec le balado, j'ai terminé. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu peur de te faire, entre guillemets, manipuler par M. Dubé? Excellente question. Oui, tu lui donnes une tribune. Ouais. Ça a déjà été un stress de... On dirait que tu as écouté les autres épisodes parce qu'on pose la question. Je ne les ai pas écoutés en passant. Oui, c'est ça. Puis la réalisatrice Anne-Sophie Carpentier me pose la question dans le balado. C'est difficile. Monsieur Dubé a réponse à tout. Puis Monsieur Dubé, c'est difficile des fois de rapporter ce qu'il dit. Parce que, tu sais, moi, je suis journaliste. Hein, fait que moi, m'appuyer sur des documents, j'adore ça. Je lis les documents, j'aime ça. Je peux rapporter les informations. Si c'est dans le document, si un juge a décidé que c'était ça, c'est ça. Il n'y a pas d'ombre là-dedans. Si, il y en a des fois. Mais tu dois t'appuyer. Tu n'as pas le choix. Tu dois t'appuyer. S'il a été reconnu coupable, ça a été reconnu coupable. Les journalistes, tu ne peux pas dire « Ah, non, je suis sûre que non ». Tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est un juge. Tu n'es pas juge, je ne le suis pas. Donc, je m'appuie là-dessus. Avec M. Dubé, je peux m'appuyer sur rien. Donc, c'est difficile pour moi de contre-interroger les gens sur ce que lui a vécu. C'est difficile de trouver une autre version que la sienne. Donc, c'est difficile. Puis des fois, il a raison. Mais des fois, il a raison à 20 %. Des fois, il a raison à 50 %. Des fois, il a raison à 100 %. Donc, de contre-vérifier ce qu'il me dit est extrêmement difficile. Puis c'est un monsieur qui va partout. Là. Même le procureur de la Couronne, Maître Baribeau, qui est l'un des meilleurs plaideurs au Québec, sincèrement, là, il est un des meilleurs, là, il a eu de la difficulté à le contre-interroger. Puis il le dit, ça a été tellement pénible parce qu'il va partout. Puis on ne sait jamais ce qu'il dit est vrai ou parfaitement vrai, ou il y a certains éléments que... Donc, ça a été très difficile avec M. Dubé. Encore aujourd'hui, quand on se parle, il faut que je fasse des vérifications auprès des avocats. Mais en même temps, pour toi, ça vaut de l'or, un personnage comme ça, en documentaire. C'est payant. C'est un personnage. Je sais que toi, en tant que journaliste, c'est l'enfer, c'est ça. Mais pour nous, les auditeurs, c'est de l'or. Mais ça fait partie du personnage. Ouais. Puis c'est ça. Puis quand on a sorti le documentaire, ce qui était extraordinaire, c'est que les gens l'écoutaient. On a fait un peu la même chose avec le doc. Là. C'était vraiment ma démarche journalistique. On dit pas une enquête, on dit une démarche journalistique. Et 50-50, les gens disaient, il l'a fait. L'autre, il l'a pas fait. 50-50. Est-ce que je me trompe? Il se révèle quand même en parlant, même à travers les mensonges et tout ça, même quelle que soit son attitude, il se révèle d'une certaine façon. C'est ça, moi, que je trouve intéressant, c'est que de cette confrontation, tu fais naître quelque chose qu'on comprend de lui. Oui. C'est vrai qu'il m'a toujours fait confiance et il a toujours compris le travail journalistique que je faisais. Je lui ai toujours dit, M. Dubé, vous le savez, je vais vous montrer les deux côtés de la médaille. Pas seulement votre version.
celle de l'autre côté. Puis il a toujours accepté. Bon, c'est un kid Kodak. Il aime beaucoup les médias. Il adore les médias. Il aime jaser aux médias. Puis c'est correct, c'est bon pour moi, là. C'est bon pour le balado, puis c'est bon pour lui aussi. Parce qu'il clame toujours son innocence. Donc, il veut que son histoire soit racontée. Mais c'est vrai. C'est une longue réponse pour dire que c'est vrai, c'est difficile. Ça pose la question un petit peu aussi de, bon, pour qui vous travaillez, puis aussi la question de la responsabilité. Je reviens, Stéphane, puis même Michel, dans le cas des disparitions, est-ce que, parce que, par exemple, Stéphane, dans la troisième saison, j'imagine qu'il y a les familles d'enfants qui ont été enlevés comme ça, qui n'ont pas de réponse. Ils t'accueillent à bras ouverts. Hey, quelqu'un qui s'intéresse à nous, qui va faire une grosse enquête. Est-ce que ça crée des attentes qui sont difficiles à combler? Ben, c'est toujours difficile d'entrer dans quelque chose d'aussi douloureux que ça. Quoi que ce soit, une disparition, un meurtre, c'est toujours difficile. On est une sorte de... Moi, j'essaye de ne pas être juste un voyageur qui entre et qui sort. J'essaye d'accompagner. Je suis toujours présent. Les familles, des enfants, je continue à leur parler. On va continuer à se parler aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Et si jamais je découvrais quoi que ce soit ou si jamais il se passait quoi que ce soit, je vais toujours être là. Parce que je me fais un devoir de pas entrer et sortir de leur vie comme ça. Mais oui, bien sûr que ça crée des responsabilités, puis ça crée beaucoup de questionnements aussi. Jusqu'où je peux aller là-dedans? Jusqu'à quel point je réveille des blessures? Pourquoi? Est-ce que j'amène un résultat à la hauteur du trouble que je crée en m'intéressant à ça? Je suis toujours très attentif, j'essaie toujours de leur parler. Par exemple, pour une des mamans, après le balado, on s'est reparlé. Elle a une situation médicale difficile. Je prenais de ses nouvelles. Après les fêtes, j'ai pris de ses nouvelles. Et puis, elle me répondait pas. J'ai dit voilà, elle veut pas me répondre. Et je lui ai réécrit au début de l'année. Puis là, elle m'a répondu en disant j'étais malade, j'étais pas bien, etc. Et elle m'a raconté quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché, qui a beaucoup touché Cédric puis toute l'équipe. C'est que elle nous a dit que après avoir écouté et réécouté le balado, elle a décidé de prendre toutes les affaires qui touchaient à la disparition de son fils, toutes ses notes, tous ses dossiers, tout ce qu'elle avait, et de s'en débarrasser. Et moi, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, mais enfin, pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi t'as fait ça? Et j'ai compris que pour elle, c'était fini. Elle s'est libérée. C'était terminé. Elle a bouclé la boucle, comme disait... elle savait. Maintenant, dans sa tête à elle, elle me dit, écoute, avec ce que j'ai entendu, avec tout ce qui s'est passé, maintenant je sais, pour moi, oui, la justice n'arrivera pas là-dessus, mais pour moi, c'est fini. Et je pense que c'est le moment le plus valorisant dans un travail comme celui-là que de dire, est-ce qu'on a d'une certaine façon aidé quelqu'un à faire la paix avec quelque chose d'aussi douloureux? Tous ceux qui ont des enfants ou une famille se l'imaginent, c'est la pire des tortures. Et est-ce qu'on a été un tout petit peu utile à ça? Je veux bien le croire. Et donc finalement, oui, c'est le plus beau moment que tu puisses faire en faisant ce genre de travail-là. Même nous, à vraiment plus petite échelle, mais on a eu un message il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui savait qu'il y avait eu quelque chose de très gros et de terrible dans sa famille. Et c'était quelqu'un de la parenté du tueur de... Attends, c'est-tu la saison 2? Non, c'est la saison 1. J'étais comme... Saison 1. Non, on veut le savoir. Le boucher de... Ah oui, excusez-moi, le boucher de Saint-Eustache. Oui. Puis qui nous a dit, un sympathique personnage. Déjà, c'est tout un qui titre. Qui nous a dit, moi, ça a toujours été un tabou dans ma famille. C'était X personnes relativement à moi. Là, on va pas se lister qui. Puis il a dit, je n'ai jamais eu le courage de demander à ma famille c'était quoi ce gros fardeau. Et merci parce que votre épisode a enfin fait la lumière sur cette pierre que je traîne depuis toujours. Puis qui est super tabou dans notre... Fait qu'on était comme... On était tellement émus de ça. Vraiment, quand même. Oui, on ne s'attendait pas à laisser cette marque-là puis avoir des remerciements pour ça parce que, et sachant, il nous a confirmé aussi qu'on l'a fait dans le respect autant que possible. C'est notre mot d'ordre. Donc, justement, en disant justement qu'on peut avoir une proximité avec les familles et tout ça. Et là, ça l'a prouvé. Il faut faire attention.
Donc, ça a été c'était un comme grand moment une dans paye. notre très jeune carrière de 8 épisodes. Oui, est-ce que vous avez déjà été en contact direct avec les familles pendant vos recherches? Non, on va pas. Et vous êtes souvent en contact avec des organismes, par exemple, qui vont... Moi, oui. Moi, je vous admire tellement parce que, sérieusement, je serais incapable. Je serais en larmes. C'est drôle, je le dis souvent, là, mais j'ai été bénévole pour le réseau Enfants Retour parce que les dispersions, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis, je ne faisais que pleurer. Je voyais les parents des gens disparus que moi, je côtoie sur les affiches, puis tout ça. Là, on les reconnaît, les visages des enfants disparus puis des personnes disparues au Québec. Puis là, je sais pas, j'allais être bénévole dans une levée de fonds et je voyais ces parents-là qui étaient tellement résilients. Là, je veux dire, ça pouvait être des événements heureux et joyeux quand même. Là. Et moi, j'étais dans le coin en arrière, puis comme pas capable de gérer ça. Je sais pas comment vous faites pour aller voir ces gens-là, leur parler, puis être capable d'aller remuer des choses tellement difficiles. Vous êtes hot. Surtout ce qui touche c'est gentil, les mais enfants. on a c'est les Maude parents, avec surtout. nous. Hein? On a Maude aussi avec nous, qui a fait un travail vraiment extraordinaire parce que ça, Incroyable. c'était pas facile. De trouver la famille, surtout qu'il y avait des gens qui voulaient pas parler depuis tellement longtemps. Elle a travaillé fort, vraiment fort pour faire Alors, synthèse. tout le monde, en fait, on va lui demander qu'elle se lève. Maude Pétel-Légaré, qui est réalisatrice de la 3e saison de Synthèse, en nomination, finaliste au Numix. Fait que ça vaut une 2e main d'applaudissement. Mais oui, bon, voilà, tiens, je me tense. Mais juste peut-être, Maude, si tu pouvais résumer brièvement l'histoire de Synthèse, la 3e saison, pour les gens. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas écouté? Non, mais vous pouvez lever la main, sentez-vous pas mal. Il y a juste une personne qui ne l'a pas écouté ici. Je suis un peu surprise, là, vraiment. Si je descendais et je vous demandais tous de résumer la saison, vous seriez capable. En tout cas, moi, je dis qu'il y en a plus qu'une, fait que tu peux résumer rapidement. Bon, mais bonjour tout le monde, mon Dieu, quel accueil! Je me sens comme, l'invité spécial qui arrive sur scène. Catherine Daviau, la 3e saison porte sur l'histoire tragique de Catherine Daviau, donc une jeune femme de 26 ans qui a été assassinée brutalement chez elle. Puis le meurtrier, on sait toujours pas c'est qui. Puis ce qui est fou, c'est justement, on a l'ADN du meurtrier, on a comme plein de casse-tête du puzzle. Puis pourtant, on sait toujours pas c'est qui, puis on a vraiment voulu avoir... c'est Claudia La Rochelle qui est animatrice et j'ai fait la réalisation. Donc, les 2 premières saisons, c'est Julien Morissette et Steven, la première. Julien... Oui, bravo, Julien! Julien aussi à la 2e avec Boris. Boris Proulx. Ah, c'est ça, Boris Proulx. Très, très bonne aussi la 2e saison. Donc, nous... On parle la tienne, là. Oui, OK. Donc, nous, la 3e saison, on a vraiment voulu avoir une approche féministe. Donc, creuser des questions qui sont pourtant évidentes pour certaines femmes. Tu sais, pourquoi on a peur, puis pourquoi, justement, c'est plus des femmes qui se font assassiner. Fait qu'on est allé chercher vraiment plus une vision féministe, mais tout en ayant un true crime. Donc, raconter une histoire. Donc, comment raconter une histoire, mais avec bienveillance. Parce qu'on veut raconter une histoire. C'est la même chose que Captive, c'est-à-dire que on a un scénario, puis on apprend des éléments au fur et à mesure. Mais moi, je me rappelle, je disais aux proches de la victime, tu sais, je sais que tu me le dis maintenant, mais ça se peut que ça soit dans l'épisode 4. On veut créer quand même une histoire, mais en respectant quand même la victime et ses proches. Donc, c'est à peu près ça. Je suis partie de ma question pour parler de féminisme, mais... Non, en fait, je trouve ça super que tu abordes le féminisme parce que, justement, je trouve ça assez intéressant. Stéphane, tu me permettras de faire un petit aparté sur le fait qu'il y a quand même, Marie-Christine, tu travailles avec Anne-Sophie Carpentier, Anne-Sophie, qui a réalisé le Casanova de Montréal avec Brigitte Noël, qui est peut-être... Non, elle n'est pas une très, très bonne amie à moi, Brigitte. Mais bref, qui est une autre série de True Crime, aussi à Cube. Elle a fait Narcos aussi. Narcos.
Les deux filles, vous faites captive. Toi, tu as fait Synthèse 3. Y a-tu quelque chose qui attire particulièrement les femmes dans le true crime? Est-ce que c'est un genre qui parle particulièrement aux femmes? Parce qu'on s'entend, pas mal toutes les personnes qui sont en vedette dans les true crime sont des hommes. Les meurtriers, les... Oui, mais on est les Oui. victimes, Oui, souvent. c'est ça, exact. Exact. Mais qu'est-ce qui fait justement que ça nous Est-ce que c'est une attire autant? façon de reprendre le contrôle là-dessus? Je sais pas. Hey, là, on part loin dans la psychologie, mais c'est vrai ce que tu dis. Puis probablement qu'il y a ça un peu de cette peur-là qu'on a au ventre depuis qu'on est petite, puis qu'on se fait dire marche pas trop tard, garde tes clés dans tes mains, tous les trucs là qu'on a. Est-ce que c'est pas ça une façon de s'approcher de ce danger-là de façon tout à fait sécuritaire, en revisitant ça, en analysant chacun des qu'est-ce qui s'est passé là, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment pour éviter ça? Est-ce que c'est pas inconsciemment justement une façon de visiter contrôle, ça ouais. et de reprendre le contrôle là-dessus? Je m'essaie. Il y a aussi notre Discutons. sensibilité. Je pense que j'ai fait beaucoup de faits divers dans la vie comme journaliste, puis souvent, les grosses entrevues, j'avais des collègues hommes qui avaient passé 2-3 semaines à essayer d'avoir une entrevue exclusive avec les parents ou de mieux comprendre ce qui s'était passé lors d'un fait divers. Puis moi, je passais, puis j'avais l'entrevue. Tu sais, il y avait une sensibilité, je pense, que j'apportais. Je pense que la confiance aussi que les gens nous portent, ça fait une différence. Pas Stéphane. Je dis pas Stéphane. C'est pas Stéphane. Non, mais pas du tout. Vas-y. Mais je pense qu'il y a ça aussi qu'on amène, que peut-être que c'est moins facile parfois pour certains hommes d'avoir cette relation-là ou ce lien-là aussi rapidement que nous, on peut l'avoir. Puis c'est de comprendre. On est très dans la psychologie, je pense, souvent, puis de poser beaucoup de questions. Des fois, ça en est fatigant, mais on aime ça. Puis c'est ça, je pense que c'est aussi de poser les questions qui fait qu'on a un lien qui est plus privilégié peut-être parfois. Oui, puis il y a aussi le sentiment d'appartenance. Moi, je sais qu'avec Catherine Daviau, j'avais un énorme, puis j'ai encore aujourd'hui un sentiment d'appartenance parce qu'on a le même âge, on est à la même école secondaire. Fait que, tu sais, tu rencontres ses proches, puis il y a comme tout de suite un lien qui se crée parce que tu te dis, cette personne-là qui a été assassinée aurait pu être... Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma sœur, ça aurait pu être ta sœur. Il y a comme quelque chose On est capable de s'identifier à travers Exact. Puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Puis il y a toute cette colère-là aussi, l'injustice, mais il y a aussi une espèce de lien que tu crées, puis une confiance aussi. Puis je comprends, tu sais. Puis moi, je pleure encore là, souvent. Là, puis je suis Catherine, tu sais. Puis je la connais pas, mais c'est comme si, au fond de moi, cette quête-là est tellement, elle m'a tellement habitée que c'est la même chose que Stéphane disait par rapport à toi, tu as un enfant, fait que travailler justement sur une 3e saison qui porte sur des enfants disparus, il y a quelque chose qui vient te chercher, que tu sens que c'est un projet qui est plus grand que toi. Puis les gens à qui tu parles, ils comprennent puis ils ressentent que t'es là pour vrai, tu sais. Ben, en tout cas, parlant de proximité, alors Maude a fait un balado sur une fille qui s'est fait assassiner en face de chez nous. Puis elle n'a jamais retrouvé l'assassin. Fait que là, moi, j'ai la chienne depuis ce temps-là parce qu'il est peut-être dans mon coin, sait-on jamais. Peut-être un voisin, en tout cas. On est rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui auraient des questions pour la crème de la... Là, vous avez les meilleurs du true crime québécois. Fait que si vous ne posez pas de questions tout de suite, vous n'en poserez jamais. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, est-ce que je peux en poser une? Ben oui. Je suis dans le public en ce moment. Ben oui, vas-y. Je voulais savoir si c'était déjà arrivé que vous ayez des réactions négatives de la part de l'entourage, de la part de gens qui se sont sentis, je ne sais pas, choqués par quelque chose qui aurait été dit parce que les gens qui peuvent être dans les proches n'ont pas le contrôle sur la façon dont l'information est livrée. Fait que je me demande des fois, est-ce que ça peut choquer des gens? C'est une bonne question, ça, Julien. Moi, j'ai pas eu une réaction négative, mais une fois, j'ai une bulle au cerveau, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai approché la sœur d'un disparu, pas dans la rue, là, sur Facebook, en lui disant, c'était au tout début de Captive, en lui disant, moi, je vais faire un segment sur les personnes portées disparues, j'aimerais beaucoup parler de ton frère. Puis elle m'a demandé de pas le faire. Elle m'a dit non. Puis en même temps, j'étais... Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi? Pas tant.
Elle m'a juste dit non, merci. Ben merci de t'intéresser à ça, mais ça nous intéresse pas, nous, la famille, ou quelque chose comme ça. Puis, j'ai pas su comme. Ben, je veux dire, j'ai respecté ça. J'ai pas fait d'épisode. Peut-être que maintenant, je lui en reparlerai, puis elle a entendu un peu ce qu'on fait. Tu sais, je comprends aussi. C'est ça, comme on reparlait tout à l'heure. C'est un drôle de divertissement. Là. Pour elle, c'est peut-être juste, c'est quoi ça, un balado true crime, se parler de mon frère? Non. Peut-être qu'après avoir vu. Mais ça, c'était comme. Ouais, c'était clair. Puis, ben, j'ai pas fait d'épisode sur son frère, évidemment. J'ai respecté ça. Mais ça, c'était comme, ouais, c'était moins bien reçu, ouais. Ben, Normand, était-tu content du balado? Ah ouais, c'est ça! Hey, ça, c'est une bonne question. Normand est en prison. Je suis pas sûre qu'il y a un ordinateur pour écouter une demi-heure d'épisode. Ben là, j'aimerais ça. Québécois, là, Cube, faut que vous lui en fournissiez un. Envoyez-lui un lecteur MP3, mon Dieu. J'aimerais vous dire qu'il est en prison, là. Je répète, il est en prison. On peut pas tout faire ce qu'on veut, OK? Mais donc, il a pas ou en tout cas, on présume qu'il a pas Il a adoré le documentaire. Okay. Il a adoré le documentaire, donc j'espère qu'il va aimer le balado parce que ça ressemble quand même, c'est dans la même veine. Attends, excuse-moi, c'est intéressant. Tu dis j'espère qu'il va aimer le balado. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Ah, c'est une bonne question. Je m'en ai dit quelque chose, mais j'ai pas le droit de dire ça. Pour qui Marie-Christine? Je m'en ai dit quelque quoi, mais... Non, ben j'espère qu'il va apprécier le travail journalistique que j'ai fait. Ça, j'aimerais ça. Sincèrement, je l'ai fait comme j'ai fait le documentaire avec la même idée qu'on va parler de la démarche journalistique, puis ça va être ça, puis c'est des deux côtés. Tu sais, je disais tantôt, je lui ai dit, je lui ai répété, vous savez, M. Dubé, peu importe le sujet, le podcast ou peu importe le documentaire que je vais faire, ça va toujours être les deux côtés de la médaille. Puis il a toujours accepté ça, puis il comprend ça très bien. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça qu'il apprécie le balado en se disant, ben elle a fait son travail, comme elle me l'avait dit qu'elle allait le faire. Pour la question, moi, ça a été très difficile avec les victimes. Les victimes qui ont vu leur maison incendiée. Il y a des gens là-dedans qui ont fait de graves dépressions, qui ont quitté leur travail. Donc, c'est sûr que quand je suis revenue avec l'idée de « Hey, je continue l'histoire de Normand Dubé », ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils avaient peur que M. Dubé se venge à nouveau. Donc, ça, c'est difficile. Fait que je leur ai dit, écoutez, je vais raconter votre histoire, bien sûr. Fait que vous allez entendre toutes les histoires qui se sont produites. Je fais vraiment un résumé de tout ça parce que c'est dans les documents de cours, donc on peut le faire. Mais je ne dis même pas le prénom de ces gens-là pour leur laisser une chance aussi. Là. C'est seulement que le nom de famille. Parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Fait qu'eux ont refusé. Je leur ai tous demandé, ils ont tous refusé, les victimes. Donc, ça a été plus difficile. Et vous voyez, comme dans le documentaire, moi, j'avais les amis de Normand Dubé, dont Gaston Lepage. C'est un comédien. Il y avait des gens aussi dans le milieu des affaires qui avaient accepté de nous donner des entrevues en lien avec M. Dubé. Et avec le balado, tout le monde a refusé. Parce que M. Dubé a été reconnu coupable des 2 procès. Donc, quand j'ai sorti le documentaire, c'était un seul procès où il avait été reconnu coupable. Le deuxième commençait. Puis, à travers les années aussi, je pense qu'ils ont vu la personnalité de M. Dubé. Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui ont décidé de se retirer. Donc, c'était plus difficile. Hein? Personne ne voulait participer à nouveau. Puis, on a accepté ça, puis je comprends, tu sais, parce qu'ils se disent, bien, s'il l'a fait par pure vengeance. Je viens de plugger mon titre de balado. Merci. Donc, on veut pas revivre ça une deuxième fois, puis on a accepté. Puis le balado permet ça, c'est de raconter leur histoire, tu sais. J'ai pas besoin d'avoir une caméra, j'ai pas besoin de les asseoir puis de les filmer, j'ai pas besoin de retourner. Tout ça, pas besoin de le faire. Oui, mais ça, c'est intéressant. Effectivement, le fait que les gens ne sont pas filmés, donc bien sûr, on entend leur voix, on dit leur nom, mais on ne les voit pas. Est-ce que pour toi, par exemple, Stéphane, ça a été plus facile de convaincre les gens de témoigner dans ces conditions-là? Je pense que c'est toujours plus facile, oui. Mais j'ai pas de certitude, tu n'as pas de maître étalon, là. Puis je ne voudrais pas parler de choses dont je ne dois pas encore parler, mais il y a des cas... Non, mais il y a des situations où tu as des gens en balado, puis tu te dis, peut-être qu'ils ne parleraient pas à la caméra, puis finalement, ils parlent à la caméra. Mais... on va faire comme tu fais dans ta dernière saison, tu gosses un policier pour avoir les informations, tu ne le lâches pas. On a coupé une partie de ce gossage-là parce que ça sent, je pense que j'étais à cran là-dessus, puis je ne voulais pas le lâcher. Mais bref, pour revenir à ta question...
Oui, je pense que c'est plus facile parce que les gens sont plus à l'aise. Ils savent qu'il y a moins, ils mettent moins d'intimité en jeu, même s'ils en mettent quand même beaucoup. Et puis, pour répondre au départ de la question, moi, ça m'arrive souvent quand j'écris à quelqu'un, puis j'utilise beaucoup Facebook pour contacter les gens. Quand j'écris à quelqu'un, je dis, voilà, je travaille sur un projet, je sais que vous êtes liés de telle ou telle façon au sujet, des fois des témoins, des fois des gens qui connaissent des gens, des fois je cherche à atteindre quelqu'un par l'intermédiaire de quelqu'un. Et très souvent, c'est qui vous êtes, pourquoi vous faites ça. C'est vraiment les deux questions qui reviennent. Et là, je dois expliquer, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Évidemment, avec le temps, envoyer des liens sur des balados précédents, ça aide beaucoup. Les gens comprennent. Moi, je fais un gros travail pour expliquer aux gens le sens de ma démarche. Et quand les gens comprennent que tu vas travailler de façon claire, de façon transparente, de façon équilibrée, ça les rassure. Et ça les met en confiance. Puis je pense que c'est juste le travail qu'on a à faire. Puis c'est normal, on le doit aussi aux gens. Quand on va les chercher, on doit leur montrer comment on va travailler, on doit être transparent vis-à-vis d'eux. Ça se passe pas toujours parfaitement. Des fois, tu peux arriver, je sais pas vous si ça vous est arrivé, mais en cours de processus, tu peux arriver avec quelqu'un à qui tu parlais, puis pour une raison ou une autre, il se passe quelque chose. La personne, soit elle change d'avis, elle interprète mal, ou elle ressent quelque chose que toi, tu voulais pas dire, ou que tu n'as pas dit, ou que tu n'as pas pensé. Ou bref, il se passe quelque chose dans ces moments où les gens vivent beaucoup d'émotions, et hop, elle se détache. Elle veut plus te parler. Mais vous travaillez dans quelque chose de tellement fragile. Très délicat. Puis c'est délicat, puis ça peut disparaître, ça peut vous filer entre les doigts à n'importe quel moment. Exact, puis on n'est pas les garants de ça. Je veux dire, ça nous appartient pas. Donc, si la personne veut maintenir ce lien, c'est parfait. Le jour où la personne dit, moi, je ne veux plus travailler avec toi, ou ça ne m'intéresse plus de te parler de cette histoire-là, ben, ça lui appartient. Jamais tu peux te permettre d'insister là-dessus. C'est dommage, tu le regrettes, mais c'est comme ça. Bon, toi, t'as l'air d'une fille qui a quelque chose à rajouter. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. Puis, justement, nous, c'est exactement ce qui nous est arrivé avec la sœur de Catherine Daviau. On avait établi un lien de confiance, on avait commencé à discuter avec elle, puis à un moment, elle s'est retirée, puis on l'explique dans le balado pourquoi elle s'est retirée. Elle ne nous l'a pas dit pourquoi elle s'est retirée, elle a juste arrêté de nous parler. Puis en parlant avec des amis à Catherine, on s'est rendu compte que quand elle avait témoigné avant avec des journalistes, il y a des gens qui ont commencé à lui écrire, tu sais, j'ai vu ta sœur, je sais qui a tué ta sœur, tu sais, fait non seulement c'est extrêmement douloureux de parler d'un traumatisme, donc c'est de se plonger constamment dans cette souffrance, puis c'est de parler à deux inconnus qui étaient Claudia et moi, puis on leur dit, ben oui, on veut faire quelque chose de beau, de féministe, de bienveillant, mais tu sais, même si on essaie de créer un lien de confiance, elle nous connaît pas, tu sais. Donc, c'est extrêmement douloureux. On lui demande de creuser, puis on lui pose des questions autant factuelles que tu sais, qui était cette personne-là, qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est très douloureux. Puis, il y a après des répercussions qui sont concrètes, des gens qui te reconnaissent dans la rue. Mais là, ça, c'est ce qui est bien du balado, c'est qu'au moins, il n'y a pas ton visage, mais tu sais, des gens qui te reconnaissent s'ils ont écouté ou qui vont t'écrire pour dire... ou qui vont je pense que c'était Véronique Dany qui nous a dit ça, qui est une amie. À un moment donné, justement, elle est infirmière dans la vie. Fait que quand elle se plonge, puis elle va parler de Catherine Daviau, elle sait. T'sais, demain, je vais parler de Catherine Daviau, donc elle se met dans un mood de je vais devoir replonger, puis c'est correct, puis après, je vais prendre la journée off pour, tu sais. Mais quand tu travailles, puis tu es infirmière, puis tu fais « Hey, je t'ai vu » ou « J'ai écouté le balado synthèse. Hey, c'est horrible ce qui est arrivé à ta chum. » Tu es comme complètement, tu sais, t'es pas prêt, puis tu te fais constamment, tu sais, rappeler des choses, des traumatismes en pleine phase d'une façon « Hey, c'est bon ce qu'ils ont fait, hey, c'est hot, t'es une star. » Tu sais, franchement, voilà. C'est mon mot. Fait que maintenant, on sait qu'est-ce qu'il ne faut pas poser, comme voilà. Pas dire aux gens. Est-ce qu'il y a des gens qui, finalement, ont des questions? Parce que... Oh! Wow! Une question. Une toute petite question. Merci, Julien. Ma question s'adresse à vous tous. Quand on parle de true crime, il y a la notion de vérité. Puis on a abordé tout à l'heure la question de la scénarisation. Puis quand on crée un true crime, il y a l'idée de raconter une histoire. Donc, je me demandais si vous avez été confrontés à un moment ou à un autre dans vos démarches respectives à ce fil délicat entre raconter une bonne histoire captivante et
la notion de vérité, et est-ce que parfois la vérité vous a déçu vos ambitions de storytellers, ou ce fil délicat Jusqu'à quel point on joue avec la vérité pour la c'est rendre ça, parce qu'il y a quand même la agréable notion de scénarisation. Quelle excellente question. Bravo. Mais elle répond pas. Je ne veux pas dire mon secret. C'est vraiment une bonne question. Bye. Non, mais c'est vrai, c'est une super question. Merci. Ouais. Bye. Oui, mais moi, je peux y aller. Tu sais, nous, c'est difficile parce qu'on parle pas aux gens. Donc, évidemment, on se fie sur la documentation qu'on trouve, beaucoup sur la presse, tout ça. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est souvent quand je regarde des entrevues qui ont été faites auparavant. Donc, moi, c'est ce que j'aime le plus parce que là, je vois vraiment comme les intervenants, comme réels parler. Donc, je peux comme les citer ou quelque chose comme ça. Ce qui est difficile, c'est souvent très factuel avec les articles de journaux. Je peux pas... Tu sais, c'est sûr que je veux un petit peu ajouter, comment dire, d'humanité dans tout ça. Donc, de savoir comment elle se sentait, la mère, de savoir comment quand ils ont découvert telle chose, ça a été quoi leurs impressions. Moi, je le sais pas, puis c'est pas souvent indiqué nulle part, mais on peut présumer. On arrive à trouver des trucs pour notre part, parce qu'on part, on est dans le narratif beaucoup, là, de dire j'ai pas de mal à m'imaginer sa surprise quand il s'est fait dire ça, ou des trucs comme ça, tu sais, d'essayer autant que possible de ne pas donner des intentions dont tu n'as aucune idée, mais d'être capable de partir de toi puis de dire « Annie, t'imagines-tu si ça t'arrivait quelque chose comme ça, comment tu te sens? » Bien, vous avez l'avantage d'être deux et de oui, pouvoir on converse. vous relancer Exactement, c'est ça. Et réagir à vos propres réactions. Exact. Fait que nous, pour ça, on a cet avantage-là à être capable de le dévier un petit peu justement en mode conversationnel, mais aussi on n'a pas une démarche journalistique. Donc, probablement que nous, on peut mettre un peu plus d'émotifs que vous, tu sais, dans la rigueur vraiment plus. Moi, j'ai un avocat. Je peux pas. J'ai toute la question juridique. Je peux pas inventer des choses, je peux pas en mettre plus que le client demande, là. Je peux pas faire ça. Il faut vraiment que je reste sur la ligne. C'est vraiment hyper important parce qu'on peut se faire poursuivre à tout moment. Surtout avec le procès d'Hydro-Québec. Tout est scruté à la loupe. Il suffit que je dise un mot, une tournure de phrase qui était dans les documents de cours ou bien qui était caviardé dans les documents de cours, ben je peux me retrouver avec une poursuite du DPCP. Là. Donc, je dois vraiment faire attention. Quand je parle de scénarisation, c'est plus de comment on va vous le raconter du début à la fin parce que c'est une histoire qui est compliquée à la base, mais qui est vraiment intéressante et intrigante. Comment on peut la raconter à des gens qui n'ont pas connu l'histoire ou qui n'ont pas lu sur Normand Dubé. C'est plus dans cette façon-là de scénariser. Qu'est-ce qu'on met en premier? Qu'est-ce qu'on met en deuxième? Qu'est-ce qu'on met en troisième? Faut que je rappelle pourquoi il était en maudit après Hydro-Québec. OK, mais ça arrive quand? Je te parle-tu du procès d'Hydro-Québec puis des incendies en même temps ou pas? Est-ce que je te parle, tu sais? Fait que c'est dans la scénarisation. Quand je parle de scénarisation, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on va mettre en premier pour que tu comprennes le fil conducteur. Mais est-ce que je peux aller plus loin? Non. Je peux dire que, par exemple, cette journée-là, je comprenais pas ce que M. Dubé est en train de m'expliquer sur le sabotage des lignes. Je te le fais entendre. Tu comprendras pas plus. Mais là, tu comprends pourquoi moi, je comprends pas. Tu sais? Fait que ça, je peux en mettre un peu, tu sais. Mais sinon, je peux pas dépasser. Ça, c'est extrêmement important. Je ne peux pas dépasser. Puis les avocats vont relire et relire et relire. Le bureau d'enquête aussi, mes confrères vont relire aussi les documents. Tu sais, des fois, on enregistre, là, il va y avoir 6-7 versions de chaque épisode. Oui, parce qu'il faut le retravailler. On va l'avoir, ma collègue Anne-Sophie va l'avoir écrit. Je vais passer dedans, je vais faire des changements parce que juridiquement parlant, ça n'a pas de bon sens ou parce que tel élément, ça ne va pas là ou elle n'a pas tout à fait compris parce que moi, j'ai pas été claire. Fait que là, on va juste changer ça. Ensuite, l'avocat va passer dedans. Premièrement, ma boss va passer dedans. L'avocat va passer dedans. Le bureau d'enquête va passer dedans. L'équipe de Cube va passer dedans aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de versions, puis on va le retravailler. C'est pour ça aussi qu'on sort un épisode à la fois, tu sais. On doit repasser, puis c'est extrêmement important. Enfin, je ne veux pas me faire poursuivre. Je n'ai pas le temps. Moi, je suis vraiment très, très surprise et vraiment bravo pour tout le travail. Tu sais, je ne chialerai plus jamais sur ma charge de travail, puis on rit. C'est pas drôle, maintenant. Un petit coup, on espace la sortie de nos épisodes. Nous autres, c'est Michel, le chum d'Annie, qui passe dedans. C'est tout. On n'a pas d'avocat. S'il pleure, c'est bon. S'il pleure pas, on
sort Je veux pas. dire, Wow, on a une version, c'est puis tellement- ça va être celle-là. Tu me parles, puis je fais comme l'anxiété. Là. Je suis comme, Oui, je suis comme, aïe, mon aïe, aïe. Dieu, comment on passe à Bravo. travers tout Je ça. te laisse... Mais Et- sans avoir d'avocat qui repasse notre travail, on n'a pas intérêt non plus à Mais moi, aller je veux vers qu'il le- passe. Ouais, Je c'est ça. veux. Toi, Ah oui, c'est je veux que tout le monde très passe important. sur là. le projet, ouais. Mais les filles, vous faites ça gratuitement aussi. Ah tu sais, oui, faites oui, ça. Ben, C'est pas votre mais job. C'est pas là. gratuit. On Ben, paye. oui, c'est ça, en c'est vrai. plus mon époux, quand même. Mais, Stéphane, cher. tu avais l'air de vouloir réagir à ça parce que la question de la vérité, toi, c'est nous, un élément vraiment gros important enjeu. aussi. Tu sais, à partir du moment où tu fais un travail de récit pour Radio-Canada, on rentre exactement dans les mêmes problématiques du regard juridique. Et C'est puis- pas un problème, c'est pas un problème. Non, c'est pas. Non, ben, en fait, non, mais ce serait un débat en soi. Tu sais, la narration et la vérité, en soi, c'est un débat. Pour évacuer le côté juridique, parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler, mais avant ça, il y a toujours la question de comment on raconte une histoire en respectant ce que les gens t'ont dit et l'affaire elle-même. C'est-à-dire que, évidemment, c'est moi, en 2017, quand j'ai commencé à vouloir raconter des histoires en balado, je m'inspirais de séries documentaires télé comme Making a Murderer, The Staircase, etc. Et je disais, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux raconter. Et ça, quand tu sais combien c'est mis en scène, et d'ailleurs, Making a Murderer, on a découvert après combien ça avait été, le scénario avait été pour le moins torturé et même manipulé, bah tu te dis... attention, il y a une limite à pas dépasser. Et ça, c'est un fil qu'on a tout le temps en tête avec Cédric, de se dire, bon, jusqu'où on va pour rendre l'histoire intéressante, c'est-à-dire déplacer des blocs, utiliser des témoignages au bon moment, etc. Mais respecter, ce que disent les gens, leurs intentions aussi, parce que des fois, c'est très facile, quand quelqu'un dit quelque chose, de l'interpréter à ta sauce et de dire, c'est ça qu'il veut dire. Non, tu le sais pas ce qu'il veut dire. Tu sais pas pourquoi il a dit ça ou elle a dit ça. Donc, il faut être très prudent avec ça. Est-ce que tu as déjà rappelé quelqu'un en lui disant, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Oui, plusieurs fois, en disant, écoute, tu m'as raconté ça, et aussi, tu m'as raconté ça, puis je voudrais être sûr que je peux l'utiliser, là, parce que ça veut dire ça. Puis tu sais, ça pour conséquence, c'est As-tu bien... quelqu'un d'autre qui peut me dire ça aussi? Ouais. Bon, alors il y a ça, puis après il y a l'aspect juridique. Pour moi, l'aspect juridique, au départ, je ne cacherai pas que ça a été quand même difficile, parce que effectivement, passer à travers le filtre des avocats qui jugent ton travail, qui te disent ça tu peux pas le dire, ça il faut le mettre de côté, ça on n'est pas sûr, ça est-ce que tu es sûr que tu as parlé à 2 ou 3 personnes pour te le confirmer? Au début, c'était clairement une épreuve. Et aujourd'hui, je le vois plutôt comme un avantage, à vrai dire. C'est-à-dire que d'abord, on a aussi évolué dans la relation avec les avocats et on s'est apprivoisé, tu sais, dans ce processus-là. On a appris à travailler ensemble et aussi moi, j'ai compris tout l'intérêt qu'il y avait, que j'avais peut-être pas compris au départ, pour être franc, tout l'intérêt qu'il y avait à justement s'assurer que c'est vraiment verrouillé jusqu'au dernier petit point. Alors, ça demande énormément de travail. Mais ça vous protège. Ça nous protège. Dormir le soir. Non, puis ça protège l'histoire, ça protège Ouais. les gens, ça protège le diffuseur, ça protège tout le monde. Et en même temps, au final, ça protège la vérité. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas quelque chose dans mon travail où tu vas pouvoir dire là, c'est pas vrai ce que tu as raconté, ou tu as détourné la vérité dans un sens ou dans un autre. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça, puisque ce qu'on veut, nous, c'est mettre les choses sur la place publique pour que les gens se disent « Ok, c'est ça la vérité ». Et moi, c'est encore pire, je crois, parce que souvent, je m'oppose à un système. Tu sais, tout à l'heure, je faisais la remarque à Christine en disant « Bon, la décision d'un juge, c'est pas toujours une valeur absolue. Je considère qu'une décision d'un juge, c'est une valeur très, très respectable. Mais je suis pas certain que ça soit une valeur absolue. Mais parce ça que peut être questionnable. c'est ça, Absolument. parce que des gens qui sont condamnés puis innocentés, il y en a, et il y en a il n'y a pas très longtemps. Puis des gens qui sont condamnés, recondamnés, surcondamnés, et qui finalement sont innocentés, il y en a aussi. Et moi, mon credo, mon point, c'est de dire, et si j'allais me mettre du côté des gens qui justement trouvent que le système ne les a pas aidés ou n'a pas fonctionné de la bonne façon. Donc je suis souvent dans une démarche où je questionne le système. Et en questionnant le système, tu dois être d'autant plus intègre dans ta démarche parce que tu dois être inattaquable. Irréprochable, oui.
Je suis vraiment désolée, c'est tout le temps qu'on avait. Fait que tous ceux qui n'ont pas posé vos questions, ben tant pis pour vous. Ou sinon, essayez de les attraper. Je peux ajouter un petit une truc? petite affaire. Je Vas-y, m'excuse. Rapido. Pas. Mais aussi, c'est la plupart des... Par exemple, les meurtres non résolus, il faut aussi pas nuire à l'enquête. Puis il y a beaucoup de proches qui nous révèlent des informations qu'on n'est pas supposé de savoir. Fait que je pense que c'est important aussi. Moi, je me rappelle, j'avais un énorme tableau blanc, tu sais, vraiment comme dans les films, là, puis j'avais tout écrit dans ma chambre. Puis j'avais même fait imprimer un espèce de document de 40 pages en plastifié pour savoir ce que je pouvais dire, puis les thématiques. Fait qu'il y a ça aussi dans la construction de l'histoire, c'est que tu as des choses que tu apprends, puis tu es comme, oh mon Dieu, ça serait incroyable de raconter ça, mais il faut pas nuire à l'enquête. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là qui est juridique, mais aussi comment raconter une histoire, puis s'assurer que tout est vrai. Donc voilà, c'était mon dernier point. Je voudrais juste ajouter un point sur... Je m'excuse. Après tout, les gens ne sont pas pressés. Vous n'êtes pas si pressés que ça, les gens. Mais... Partez, ceux qui en avaient marre. Mais, non, mais c'est parce que ce que je voudrais dire, c'est quand même que quand tu regardes l'univers du balado True Crime ou du balado d'affaires criminelles au Québec, on peut quand même être fier de ce qui est fait. Parce que... quand tu vois le travail de Captive, quand tu vois le travail des gens, des journalistes, que ce soit de Québecor ou d'autres, quand tu vois ce qui est fait avec Synthèse et d'autres, on a quand même un très, très haut niveau de qualité de résultats. On a très peu de balados qui sont voyeurs, qui sont agressifs, qui vont sur des sujets qui sont déplaisants, qui sont maltraités. On est très chanceux, je trouve, quand on regarde notre production. Moi, je reviendrais à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que qu'est-ce qui distingue le true crime québécois? Vous ne l'avez pas mentionné, mais si j'avais à le décrire, je dirais qu'il y a beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion, de bienveillance, c'est vraiment fait dans cet esprit. Et tu m'enlèves les mots de la bouche, Stéphane, parce que tu as raison. Je pense qu'on a une qualité de balado de true crime au Québec incroyable. Vous en faites tous partie et c'est entre autres grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Maude Pétel-Légaré, Michel qui s'est joint à nous, mais on est très contente. Michel Ouellette, Annie Lorrain, Stéphane Berthomet, Marie-Christine Noël. Puis merci d'avoir été là puis d'avoir écouté cette passionnante table ronde. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci aux partenaires qui ont rendu ce 6e festival La Radio numérique possible. La Ville de Gatineau, Cube Radio, la Fabrique culturelle de Télé-Québec, Radio-Canada Audio et la microbrasserie 5e Baron. Je salue toutes les participantes et participants du festival en 2022. À la prise de son, Éric Tessier. Mixage, François Larivière. Production, Claire Thévenin. Je m'appelle Julien Morissette et je vous invite au 7e festival La Radio numérique qui aura lieu du 27 au 29 avril 2023 dans le Vieux-Elmer.